Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être connectés, de prendre le temps avec nous sur cette heure de découvrir les résultats du benchmark SIRH. Donc enchanté, moi je suis Julien Prodhomme, je suis associé au sein du cabinet et j'ai eu le plaisir de co-porter ce benchmark avec Damien Legge, un autre associé du cabinet, et Pierre et ses équipes pour la réalisation. Très brièvement, avant de rentrer dans le vif du sujet, tradition Conviction RH de réaliser des benchmarks et des études. Le dernier remonte à 2023, c'était il y a 2 ans. Il était plus large parce que c'était un benchmark sur la fonction RH de manière générale qui incluait la brique SIRH. Et donc cette année, vu que c'est un sujet important, on a décidé d'en faire une édition dédiée SIRH pour en faire un document plus approfondi. Donc sans plus attendre, je vais passer la main à Pierre. Donc aujourd'hui, je parlerai peu, je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Julien Prodhomme, donc associé, Pierre, qui est manager au sein du cabinet, et Jérémy Bernard, senior manager au sein de Conviction RH. Comme vous le disait Laura, la partie Q&A est actuée, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. On essaiera d'y répondre le mieux possible. On a prévu une séquence de 10 minutes à la fin, justement, pour passer du temps pour répondre à ces questions. Et pas d'inquiétude, si on n'arrive pas à les traiter dans l'heure, on reviendra vers vous. Merci Julien. Déjà, avant de commencer, je tenais à remercier ceux et celles qui ont répondu à notre étude en début d'année, ce qui nous a permis de mettre en valeur justement les résultats et les constats que nous avons pu en faire et qui sont présents dans ce benchmark. Juste pour rappel, sur le contenu du benchmark, il est composé de plusieurs parties. Donc, dans un premier temps, la présentation des 10 indicateurs clés que nous avons souhaité mettre en avant. C'est vraiment l'ensemble de ces 10 indicateurs qui sont ensuite repris avec effectivement d'autres indicateurs dans l'analyse des tendances, donc avec un peu plus de détails. Ensuite, on a les caractéristiques de notre étude, donc voilà, notre panel, la méthodologie utilisée. Puis, ensuite, on a repris les priorités et les enjeux qui sont remontés de notre étude sur donc, enjeux SIRH sur 2025-2026, avec une analyse justement de ces tendances qui reprend l'ensemble des questions qu'on a pu poser lors de notre étude, pour terminer sur un zoom sur l'IA et les SIRH, et vous allez comprendre pourquoi ce zoom dans un instant. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est effectivement juste rapidement sur notre méthodologie en quelques chiffres, et ensuite on va aller sur les tendances SIRH en vous représentant les 10 indicateurs clés que nous avons mis en avant, et ensuite on arrivera sur une session Q&A sur les minutes qui nous restera, et ensuite une slide pour aller plus loin, notamment qui reprend les benchmarks SIRH et la fonction RH et les panoramas sur lesquels nous avons travaillé cette année. Donc, notre méthodologie, donc il faut savoir que notre étude a été menée au premier semestre 2025. Le benchmark, aujourd'hui, il s'appuie sur une approche essentiellement quantitative. Donc, nous avons administré un questionnaire d'une trentaine de questions. Donc, des questions qui tournent autour de la couverture fonctionnelle des processus RH, du nombre de TP RH IT au sein des organisations, de leur modèle d'organisation support run, de leurs enjeux sur les années à venir, des sujets liés à la RGPD, voilà, de vastes sujets liés au domaine des CIRH qui nous ont permis aussi de nous questionner. Donc le panel ayant répondu, il est composé d'une quarantaine de répondants, qui nous ont permis d'avoir vraiment une première analyse des tendances. 40% sont des structures de ce panel sont actives à l'international, donc qui possèdent au moins une implémentation hors de France, et 40% des structures sont organisées également en multi-sites, donc qui possèdent plusieurs sites géographiques distincts. On a une répartition plutôt équilibrée en termes de taille de répondants. On a gardé cette échelle par rapport au bench de 2023 et par rapport aussi à l'autre bench qui va sortir prochainement sur la fonction RH, de moins de 1000 collaborateurs, entre 1000 et 9999 collaborateurs et plus de 1000 salariés. Et parmi les répondants, on a des profils majoritairement de dirigeants d'entreprise, responsables RH et CRH, et de façon mineure, plutôt des chefs de projet ou des experts IT, des experts data ou conduite du changement. On va tout de suite passer sur les 10 indicateurs clés des tendances et SIRH. Donc, 3 enjeux structurants se dessinent cette année sur lesquels les SIRH devront
répondre à moyen terme. Premier enjeu, pas de grande surprise, en tout cas, c'est 73% de nos répondants qui ont répondu cet enjeu-là, c'est l'irruption de l'intelligence artificielle dans les usages SIRH. Donc, on sait que l'IA est un levier majeur de transformation de la fonction RH. Elle va permettre effectivement de réinventer la manière de s'organiser, la manière de travailler, d'automatiser des tâches, de proposer vraiment des recommandations personnalisées, de renforcer l'aide à la décision via des analyses vraiment prédictives qui vont s'appuyer notamment sur la donnée, donc vraiment la qualité et la fiabilité des données RH sur laquelle elle s'appuie. On parlera justement en détail notamment de la partie IA et SIRH avec Jérémy plutôt en fin de webinaire. Deuxième enjeu qui ressort de notre étude, ce sont vraiment les défis de fidélisation des talents. Donc, ce qui ressort, c'est qu'il y a une forte concurrence sur le marché de l'emploi, doublée d'attentes des candidats, des collaborateurs, qui est toujours plus forte. Il y a cet enjeu d'attractivité, de fidélisation, de rétention justement des talents qui, aujourd'hui, est une priorité RH. Mais dont l'usage vraiment des SIRH joue un rôle central, vraiment dans cette dynamique d'offrir des outils capables de personnaliser l'expérience collaborateur dès le recrutement. Il y a également, ce qui ressort, c'est qu'il y a également l'émergence des talent marketplace qui vraiment permettent en interne, notamment, de connaître les opportunités de carrière, de construire des parcours professionnels au sein de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un avantage concurrentiel d'avoir des outils qui sont capables de pouvoir gérer ces domaines RH-là, et donc de disposer d'un SIRH qui est structuré vers et orienté vers l'expérience collaborateur est une nécessité aussi aujourd'hui pour les entreprises. Ce qui ressort sur le troisième enjeu, c'est la nécessité de piloter plus finement les compétences. Ce qui ressort, c'est qu'effectivement, nous sommes dans un contexte de transformation rapide des métiers. On parle aujourd'hui de gestion anticipée, prévisionnelle des compétences, qui devient également un enjeu majeur pour les DRH, hein, pour notamment adopter une approche plus dynamique, plus prospective des emplois. Et là où rentre en jeu le CRH, c'est qu'il va devoir justement prévoir les besoins en compétences et souvent aujourd'hui mélanger à de l'IA, d'identifier les écarts de compétences, de pouvoir piloter au mieux les parcours professionnels de ses collaborateurs et de façon beaucoup plus dynamique et transparente. Ce qui vient à dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les CRH deviennent des leviers stratégiques, s'ils ne s'en sont déjà pas aujourd'hui. Ils personnalisent l'expérience collaborateur, ils soutiennent l'engagement et valorisent les parcours tout en anticipant les besoins en talent, en pilotant les écarts de compétences et en facilitant le rescaling de manière agile. Le rescaling, ça désigne le processus d'acquisition de nouvelles compétences pour changer de métier ou évoluer dans sa carrière via plusieurs dispositifs qui sont mis à leur disposition, formation interne, certifiante, des vis-à-vis, des vie-ma-vie professionnelle, VAE, bilan de compétences, etc. Deuxième indicateur clé, c'est la couverture fonctionnelle des processus RH. Donc, dans le questionnaire, il faut savoir qu'on a détaillé 22 processus RH sur lesquels nous avons demandé aux répondants de se positionner, notamment si ces processus présents ici sont couverts, en cours de déploiement, en réflexion, non couverts par leur SIRH. Nous avons regroupé ces 22 processus en 9 grands domaines RH ici présents pour vraiment donner une clé de lecture aux lecteurs et d'avoir une vision un peu plus macro de leur culture fonctionnelle. Mais il faut savoir que dans le détail du benchmark, chaque processus, les 22, ils sont présents et ils sont détaillés avec les pourcentages de couverture. Donc le pourcentage de couverture fonctionnelle des processus RH aujourd'hui va permettre vraiment d'évaluer dans quelle mesure un SIRH va prendre en charge l'ensemble des activités en ressources humaines, des besoins opérationnels. Et il apparaît voilà, clairement que la digitalisation ici de cette fonction RH ne cesse de s'accélérer, hein. Tous les grands domaines fonctionnels RH sont désormais, en tout cas, couverts dans un système d'information ou est en voie de l'être. Ici, on peut voir que les domaines les plus largement équipés sont ceux considérés comme essentiels au bon fonctionnement de l'organisation. Donc, on a la gestion de la paye, la gestion des temps, des activités, l'administration
du personnel, les notes de frais, la gestion de carrière, recrutement. Et néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que même si la majorité des entreprises sont aujourd'hui équipées d'un SIRH, il y a le niveau d'intégration et de couverture fonctionnelle, il peut être variable selon bah, la maturité digitale, la taille, la structure, si elle est multi-établissement, ou encore les moyens qui sont investis, notamment dans la transformation des organisations. Différence par rapport à l'année 2023, donc enfin la précédente édition du benchmark, c'est qu'on remarque qu'il y a une stabilité, en tout cas, en termes de couverture fonctionnelle par rapport à 2 ans sur l'ensemble des processus RH. On était déjà assez haut sur les 3 domaines paye, recrutement, temps et absence. Et si je reprends par exemple, on a l'enjeu effectivement de piloter plus finement les compétences, donc la partie vraiment compétences, carrière, mobilité, notamment sur aussi l'attractivité des talents. On est ici sur 54% voilà, des processus qui sont couverts par les SIRH. Il y a 3 ans, on était aussi sur du 20% où c'était en mode projet, où ils réfléchissaient en tout cas à aller plus loin dans cette réflexion d'outils. Et là, on voit que, on n'a pas mis les pourcentages, mais on voit dans le graphique que les 20%, aujourd'hui, il y en a plus d'1% où c'est en cours de déploiement. Donc, on pourrait estimer que d'ici quelques années, en tout cas, si on refait un benchmark d'ici 2 ans, qu'on ait plus de 70% de couverture sur la gestion des compétences carrière mobilité, ce qui ferait le lien, en tout cas, avec les enjeux cités par les répondants. On a également posé la question des ressources qui sont allouées à la gestion des SIRH. Donc l'analyse aujourd'hui, elle révèle qu'il y a une corrélation claire entre la taille des entreprises et le nombre de TP mobilisés à la fois côté IT et RH. Aujourd'hui, là, ces données, elles traduisent un besoin déjà croissant en ressources pour accompagner sur la maintenance et l'évolution bah, des systèmes, mais aussi de la professionnalisation justement de cette fonction SIRH. Certaines organisations ont une architecture qui est applicative, qui est de plus en plus modulaire, c'est-à-dire qu'ils vont potentiellement avoir un modèle Core RH ou une solution de paye, plus des solutions satellites spécialisées, ce qu'on appellera, et on le verra après, des best-of-breed, sur plusieurs domaines RH, qui va justement générer des besoins accrus bah, en intégration, en supervision justement des interfaces et en maîtrise notamment de la donnée RH et des référentiels groupes. Troisième indicateur, c'est sur l'architecture SIRH. Donc l'architecture SIRH, c'est la façon dont le système est construit et organisé pour faire fonctionner bah, tous les outils liés aux ressources humaines. Cette architecture, elle permet de garantir que les processus RH sont déjà bien connectés entre eux, que les données sont fiables et que le système, en tout cas, fonctionne efficacement. Euh, En petite clé de lecture ici, on peut dire que le processus, par exemple, lié à la gestion administrative, sont pour 8% des répondants réalisés dans une solution best of breed, pour 28% dans le système de paye et pour 25% dans une solution Core RH, juste pour en clé de lecture sur ce graphique-là, qui est plus détaillé également dans le benchmark. Ce qu'on peut dire, c'est que les organisations aujourd'hui, elles adoptent voilà, des architectures SIRH un peu hybrides, donc comme on l'a dit précédemment, articulées autour d'une solution soit intégrée Core RH Pay, Core RH ou Pay, souvent utilisée justement pour la gestion des données collaborateurs, des données d'emploi, des référentiels globaux. Et à cette brique un peu centrale, on va ajouter des solutions dites justement best of breed ou même une suite talent qui permet de répondre à des besoins vraiment spécifiques de manière ciblée, qu'elles soient vraiment fonctionnelles ou qu'elles soient géographiques. On a également, dans le cadre de nos benchmarks, interrogé les répondants sur la couverture des principales fonctionnalités de gestion des temps au sein du ICH. Donc, il y a un petit zoom sur cette partie-là de couverture sur la gestion des temps et des activités, à savoir donc la gestion des absences, la gestion des présences, des cycles de travail, du pointage, de la planification des activités.
Et nous avons constaté, suite aux réponses, qu'il y a une bonne, en tout cas, couverture, notamment des fonctionnalités liées aux absences et aux présences. Et ensuite, on a voulu savoir justement dans quel outil ces données d'absence et de présence sont gérées. Ce qu'il en ressort, c'est que on est à peu près à 2/5 dans un outil vraiment spécialisé pour la gestion de la GTA. On est également à 2/5 dans un outil de paye, ce qui peut signifier aussi que dans ces configurations, on a les calculs de paye qui sont effectivement directement liés à la qualité, à la fiabilité des éléments variables qui sont issus justement de cette fonctionnalité de gestion des temps et des activités, ce qui peut renforcer également l'importance d'un paramétrage qui est précis et une collecte rigoureuse des données justement entre les deux fonctionnalités. Donc la nécessité d'avoir justement des outils de GTA dans leur outil de paye. Et ce qu'on peut également apercevoir, c'est qu'1/5 de ces activités sont gérées dans une solution Core RH, ce qui peut également signifier que ces solutions Core RH intègrent déjà de plus en plus de fonctionnalités dans leur socle de base, dans les offres qu'ils proposent, mais que potentiellement leur adoption reste encore partielle et souvent limitée à un module qui est vraiment plus spécifique lié aux absences. Alors ça peut être effectivement notamment en France, où on peut également voir ce sujet-là chez nos clients. Quatrième indicateur, c'est les principales raisons du choix d'architecture du SIRH. Donc, en fait, on a posé la question sur les raisons qui ont poussé les organisations aujourd'hui à choisir le SIRH actuel. Il y a eu plusieurs raisons qui ont été citées, on en a retenu 6 qui ressortent le plus de notre étude. Donc, en tout cas, le choix, ce qu'il faut retenir, c'est que le choix d'une architecture SIRH repose sur un ensemble de facteurs, qu'ils soient stratégiques ou opérationnels. Aujourd'hui, on a ces 6 raisons. Le premier, c'est effectivement le choix d'avoir un modèle unifié, donc c'est-à-dire centré sur un outil unique qui mise sur les bénéfices vraiment d'une centralisation de la donnée, donc la fiabilisation de l'information, un pilotage vraiment plus global, harmonisé et une mutualisation justement des pratiques RH qui va s'accompagner souvent vers un projet vraiment de transformation ou de refonte et d'alignement des process vraiment en interne. Donc ce premier modèle un peu unifié. Une autre raison, c'est le modèle hybride. C'est-à-dire qu'on va combiner plusieurs solutions, on a un peu parlé, de type voilà, Core RH, de type solution de paie, ce qu'on peut voir en tout cas aujourd'hui majoritairement, avec des solutions spécialisées du marché qui sont potentiellement jugées plus matures sur certains domaines spécifiques. Et cette architecture, elle suppose aussi la mise en place voilà, d'interfaces entre les différents systèmes tierces qui composent cet écosystème ICRH et d'avoir des référentiels partagés pour remonter une donnée homogène au niveau souvent du groupe. Cette approche, elle permet d'avoir une sorte de ICRH à la carte, mais potentiellement peut complexifier l'écosystème en termes de gouvernance de données et de maintien opérationnel des systèmes. Une autre raison qui ressort de cette étude, c'est d'avoir une approche locale, donc à la fois groupe et pays. Donc, c'est plusieurs acteurs qui ont cité ces raisons-là. L'objectif, c'est d'avoir un socle groupe commun. Donc, c'est accompagner vraiment des briques localisées qui sont adaptées également aux réalités du pays, d'une région, d'une business unit. Ce compromis aujourd'hui de cette approche vise à concilier vraiment l'harmonisation des indicateurs RH globaux, en tout cas pour le groupe, avec cette souplesse d'outils qui sont localement du coup adaptés potentiellement aux réglementations, aux obligations réglementaires des pratiques opérationnelles. Ce qui n'empêche pas que cette approche globale, à la fin, on peut avoir justement ce modèle unifié ou ce modèle hybride. En tout cas, c'est pas la raison pour laquelle ils ont choisi cette architecture-là. L'objectif, c'est vraiment d'avoir cette approche-là locale. Une autre raison qui fait que les répondants ont choisi, en tout cas, ou ont cette architecture SIRH, c'est
la limitation des interfaces entre les outils. Alors, bien évidemment, ça peut aller partir sur après un modèle potentiellement unifié. Mais enfin, en tout cas, dans ces cas, le choix de cette architecture-là a été motivé justement par la volonté de limiter ces interfaces, justement dans une optique de rationalisation et de réduction des coûts, justement de maintenance, mais également de pallier à l'absence de certaines compétences en interne qu'ils n'ont pas, justement pour pouvoir gérer à la fois côté peut-être DSI ces interfaces et côté métier pour pouvoir gérer toutes les évolutions à apporter dans les différents systèmes. Une autre raison, la cinquième, c'est le maintien tout simplement de leur outil lié à des contraintes budgétaires. Donc en fait, ils ont finalement abouti à une amélioration de l'existant sans vouloir vraiment changer de modèle. Donc vraiment sans permettre de s'aligner avec leurs feuilles de route fonctionnelles et stratégiques qui ont été imaginées avant en fait de pouvoir réaliser cette feuille de route. Donc voilà, cette feuille de route non réalisée, parce que du coup, il y a un maintien aujourd'hui, il y a des contraintes budgétaires qui font qu'ils ne peuvent pas aller sur cette feuille de route-là, ce qui fait qu'ils ont une architecture SIRH actuelle qu'ils n'ont pas améliorée. Et certains de nos répondants ont également cité l'absence de stratégie initiale, c'est-à-dire que l'évolution de leur SIRH s'est parfois construite par empilement successif de solutions pour répondre à des besoins ponctuels sans réel vraiment pilotage d'ensemble de son écosystème SIRH. Donc les architectures aujourd'hui SIRH reflètent une diversité des trajectoires d'évolution, en tout cas de leurs architectures, mais convergent vers, en tout cas, on voit un même objectif ou une même finalité, c'est de fiabiliser en tout cas la donnée au niveau global et d'harmoniser au maximum et simplifier leur processus interne. Merci Pierre. Et je me permets en complément, ce qui est intéressant aussi dans les accompagnements qu'on mène auprès de nos clients, il y a des éléments qui font évoluer aujourd'hui ces architectures, plusieurs facteurs. Un premier qui est, et tu le citais avec justesse, des besoins de recentralisation, puisqu'on a effectivement des legacy, on a des millefeuilles ou du moins des entassements de systèmes, et donc ce besoin de recentraliser la donnée, de recentraliser aussi, d'optimiser la partie coût. Donc c'est un des premiers axes de réflexion de nos clients. Un deuxième qui est aussi, on avait eu une période avec une forte concentration sur les solutions tout intégrées. Et donc on en revient un petit peu avec ce besoin d'outils, comme tu le disais, best of breed, plus spécialisés sur certaines briques. Donc, il y a des réflexions aussi qui vont dans ce sens-là et qui font que nos clients se reposent la question et repensent leur architecture SIRH. Et puis tu en parleras un petit peu après, mais dans les changements aussi principaux, on a un peu cet avènement du corps qui était déjà vrai il y a 2 ans et qui s'est accéléré sur les 2 dernières années, d'avoir des corps RH qui sont des véritables piliers, centres de données qui sont devenus absolument stratégiques, puisque, et sans spoiler Jérémy qui en parlera après, mais sans corps RH, ou du moins sans corps RH robuste, plus compliqué de bénéficier de la pleine puissance de l'intelligence artificielle. Donc c'est aussi des clés de lecture supplémentaires sur les questions que se posent nos clients aujourd'hui dans le choix de faire évoluer leur architecture SIRH. Merci Julien. Je vais passer à l'indicateur du coup. L'indicateur numéro 5, c'est la répartition des modes d'hébergement des CRH. Donc, on constate ici qu'une solution SaaS devient en tout cas le mode d'hébergement principal des solutions SIRH. Donc, c'est un mode d'hébergement aujourd'hui qui s'impose comme une norme, comme un modèle de référence. On avait sur 2023, sur le benchmark d'il y a 2 ans, un mode d'hébergement SaaS à 48%. Aujourd'hui, on a une petite évolution, une petite progression jusqu'à 61% dans cette étude de 2025. L'avantage de la solution de SaaS, ça va être ce qu'il en ressort en tout cas, c'est ces solutions-là, elles évoluent régulièrement, elles vont permettre de s'enrichir des best practices, des bonnes pratiques du marché, permettre aussi de bénéficier aux entreprises de parcours collaborateurs plus fluides, avoir une intégration plus naturelle
avec d'autres outils et donc par ricochet d'améliorer l'expérience collaborateur, candidat et également la marque employeur. Et comme disait Julien, effectivement, ces solutions SaaS, on peut avoir le bénéfice de l'intégration plus facile, en tout cas avec l'intelligence artificielle qu'on peut connaître, qu'on peut avoir sur le marché. Les domaines aujourd'hui, on a le on-premise, hein, qui sont aujourd'hui majoritairement les grands processus de paye, de gestion des temps et d'administration du personnel. Ça reste mineur, mais elles existent toujours, ces solutions on-premise. Et en fait, la paye, la GTA et la gestion administrative, elles vont souvent, enfin, sont souvent en tout cas les premiers grands processus qui sont utilisés par les organisations. Et ce qu'il en ressort, c'est en fait effectivement tant que les systèmes fonctionnent sur du on-premise sur ces entreprises-là et que les éditeurs potentiellement ne demandent pas à leurs clients de changer vers une version SaaS, les organisations soit n'investissent pas, soit elles sont un peu frileuses d'aller sur ce genre de solution parce qu'elles ont vraiment construit un outil avec un niveau de personnalisation assez fort que potentiellement le SaaS ne permet pas. C'est un peu les craintes qui peuvent en ressortir. Euh, voilà. Donc pourquoi ces solutions RH, elles restent sur du on-premise, on l'a dit. Euh, les entreprises disposent souvent d'applications déjà anciennes et voilà, fortement personnalisées et efficaces, donc elles n'ont pas forcément le besoin de ressortir vers une nouvelle solution SaaS. Ce qui a été dit aussi, c'est qu'il y a certains secteurs qui ne cherchent vraiment que du on-premise aussi parce qu'elle ne veut pas confier en tout cas leurs données ou leur paramétrage à des solutions SaaS. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des solutions qu'elle souhaiterait avoir un peu best of breed sur du on-premise, spécifique recrutement, spécifique talent, etc., qui existent moins, en tout cas aujourd'hui. Et donc, du coup, elles ont un peu de mal à s'équiper sur du on-premise, sur des solutions vraiment spécialisées. Sixième indicateur, ce sont les modèles de gouvernance de la donnée. La gouvernance aujourd'hui des données au sein des SIRH, on le voit ici sur cette slide-là, c'est qu'elle ne suit pas un modèle unique. Elle est très largement portée par deux types de solutions selon les architectures qui sont mises en place. Donc on a le corps RH d'un côté et principalement l'outil de paye de l'autre. Donc dans les organisations qui disposent d'un corps RH qui est déployé souvent au niveau groupe, hein, c'est cette solution qui fait office de référentiel central. Donc, elle est conçue pour structurer la donnée collaborateur de manière homogène et est souvent pensée, comme on l'a dit, un socle d'intégration vers justement les autres briques du SIRH. Donc, dans ces organisations-là qui ont déployé un corps, c'est principalement une solution qui sert de référentiel, maître dans une logique un peu top-down. Les avantages qui en ressortent, c'est qu'il y a une meilleure homogénéité de l'information, une facilité en tout cas de la consolidation des données au niveau du groupe et ça répond également à des reportings globaux. Les inconvénients qui en ressortent, c'est qu'on va imposer une standardisation des processus au niveau local et un alignement fort des pratiques. Donc il y a effectivement un changement un peu organisationnel et culturel qui est très important et qu'il faut accompagner. Et ça peut être vrai pour des structures qui sont aujourd'hui très décentralisées, de mettre en place une sorte de core RH et d'harmoniser les pratiques en interne. À l'inverse, justement, dans les organisations qui disposent d'une solution paye, c'est cette dernière qui va jouer en fait ce rôle de pivot, donc en centralisant l'ensemble justement des données administratives qui sont nécessaires au traitement de la paye, et souvent élargie à d'autres usages RH. Dans ces organisations-là, on a des solutions de paye qui restent maîtres, car elles sont historiquement en tout cas centrales et très connectées au terrain. On peut avoir aussi cette logique bottom-up dans le sens où c'est un outil de paye qui est maître et on a potentiellement un corps RH qui est esclave où le rôle de ce corps RH, cet outil corps RH en tout cas va jouer le rôle de catalysateur de la donnée, mais il ne reste pas le référentiel en tout cas principal pour les organisations.
et que cet outil-là de coréage va tout simplement à servir à consolider et à regrouper et redistribuer ensuite les informations issues des différents outils locaux. Les avantages qui en ressortent de cet outil maître de la paye, c'est la qualité granulaire, une finesse et une fiabilité des informations qui proviennent de ces outils-là. Voilà, parce qu'on garde effectivement, on a un fort historique, on garde une trace en tout cas complète de l'historique salariaux, des régularisations, des changements de situation, etc. Et on a une cohérence aussi terrain qui est meilleure, qui est notamment pour les organisations multisites ou qui ont des règles plus complexes. Les inconvénients qui ressortent de ce modèle, c'est ça peut être contraignant si effectivement au niveau du groupe, on veut pouvoir piloter et structurer ces données de manière hétérogène. Ça peut être les référentiels des emplois, les référentiels organisationnels, et donc qui apporte aussi une complexité dans la réconciliation des données au niveau groupe. Je vais pas parler de la suite Talent ou de plusieurs outils, mais ça serait vraiment c'est plus mineur d'avoir une gestion de la gouvernance des données par ces solutions de suite Talent. Ouais, et pour aller dans ton sens, Pierre, c'est vrai que les questions que se posent nos clients aujourd'hui et les accompagnements qu'on mène vont plutôt soit sur du corps, soit sur de l'outil de paye, sachant qu'il y a une dimension supplémentaire qui s'est accélérée depuis le dernier benchmark en 2023, qui va tourner autour de toutes les questions de global payroll lorsqu'on a une présence internationale. Et donc cette volonté de rentrer un peu dans une seule solution qui est en capacité de gérer l'ensemble des payrolls. Donc c'est vrai que les accompagnements et les réflexions qu'on a aujourd'hui portent majoritairement, comme tu le disais, sur soit un pivot en passage corps qui va devenir maître de la donnée, notamment sur la paye, mais pas que, qui va aussi être un réservoir de data très important au niveau de l'entreprise, qui est souvent croisé d'ailleurs avec des données notamment financières. Soit effectivement sur une approche plus portée, comme tu le disais, par la paye, sachant que un point qui est majeur à préciser, c'est qu'un changement pour passer à une logique de corps RH, on est avant même de parler d'un changement de système d'information, sur un changement de manière de faire, sur un changement de métier, sur un changement de processus. Donc, il y a des grands projets de réflexion auprès de nos clients sur cette dimension corps RH, mais qui va très au-delà du simple changement d'outil, puisqu'on change aussi l'organisation de travail et la manière de travailler, notamment des équipes, des gestionnaires de paie et des gestionnaires Mm. administratifs. Ouais. Merci Julien. Je continue sur les indicateurs 7 et 8. Qui sont sur la gouvernance de la maintenance SIRH et l'évolution du modèle qui est mis en place. Donc ici, ce qu'il en ressort, c'est que l'organisation du support et de la maintenance SIRH va reposer sur des modèles à géométrie variable, hein, donc très largement influencés par effectivement la nature des processus RH qui sont couverts, le niveau de complexité fonctionnelle ou technique de chaque brique fonctionnelle, ainsi que la maturité organisationnelle de l'organisation et les compétences internes qui sont disponibles. On observe en tout cas une grande hétérogénéité dans les pratiques, qui peut être aussi le reflet d'une évolution progressive et pragmatique des modèles justement, de gouvernance SIRH, et que toutes les briques d'un SIRH ne requièrent pas forcément le même niveau d'accompagnement ni de maintenance. Donc, par exemple, en fonction de la complexité des évolutions réglementaires, donc liées à la paie, à la gestion des temps des activités, ou via des pratiques RH qui sont en constante évolution, notamment sur la gestion des politiques de rémunération, la gestion des politiques de talent, les organisations auront tendance à faire appel à des experts externes versus des briques qui sont considérées plutôt comme stables, telles que la gestion par exemple des notes de frais ou encore des outils de ticketing, notamment interne RH, où on va plutôt garder les compétences en interne pour pouvoir gérer et maintenir ces outils-là. Donc là, à titre d'exemple, dans ce slide-là, la maintenance, par exemple, du SIRH sur le module paye, pour 33% des répondants est réalisée de manière mixte, c'est-à-dire une équipe qui est composée d'internes et d'externes, à 23% par l'éditeur de la solution et à 13% plutôt par des équipes internes seulement.
En ce qui concerne la gouvernance du support, on voit en tout cas ça c'est pas, en tout cas pas nouveau, en tout cas un copilotage entre les équipes RH et IT, où d'une part on a la DSI qui va assurer le support technique et la cohérence, et d'avoir cette cohérence de l'architecture SIRH, et la RH qui va garder la main sur les processus métiers. Dans le benchmark, on met aussi en évidence que la gestion mixte, c'est à peu près effectivement 40% interne, 60% externe, et que dans ce pilotage interne, on a 50% de la DSI et 50% des RH qui travaillent, qui collaborent ensemble pour le maintenance et l'évolution des systèmes. On note aussi, en tout cas, ce qui a été transcrit, c'est que par rapport à cette maintenance interne-externe, c'est qu'il y a les équipes qui ont en tout cas les postes, les personnes qui ont des postes de lead, c'est-à-dire de responsable SIRH, de product owner, doivent rester en interne, donc vraiment à la main des internes, justement pour revoir et valider les priorités, les trajectoires d'évolution des SIRH qui sont identifiées et de permettre un meilleur arbitrage en interne. Et ça permet également d'avoir une bonne appropriation justement des outils et de limiter cette dépendance aux prestataires. En tout cas, c'est ce qui ressort, c'est qu'on peut potentiellement avoir une dépendance de plus en plus aux prestataires sur ces évolutions-là qui nécessitent une compétence actuelle ou à un moment donné. Et sur le graphique de droite, d'après les répondants, les modèles d'organisation de support et de maintenance qu'ils ont mis en place n'ont pas vocation, en tout cas, à évoluer. Donc, c'est plutôt globalement stable. Elle peut évoluer à la marge en fonction des compétences développées en interne et si on y a effectivement des recrutements ou tout simplement des départs d'experts ou des contraintes budgétaires. Donc, ça, potentiellement, on peut réinternaliser. Et c'est certaines briques qui peuvent notamment, selon la conjoncture, être réinternalisées si effectivement on a des compétences internes qui ont été développées, et on a recruté, etc., pour pouvoir faire de la maintenance et l'évolution de ces outils-là, ou tout simplement externaliser, notamment s'il y a une surcharge opérationnelle ou une demande ponctuelle nécessitant un complément de compétences à un moment précis. Je vais rebondir Ouais. sur les deux questions qu'on a eues dans le chat. Pour pas en perdre la fraîcheur, la question c'est est-ce que cette hétérogénéité dans la gouvernance est en évolution depuis les dernières années? Est-ce qu'elle est de plus en plus mixte ou est-ce qu'elle est de plus en plus internalisée? Donc c'est un peu ce que tu viens de présenter. En tout cas, dans le panel, Pierre, Marie, dans le panel de répondants qu'on a eu, c'est plutôt stable. Donc comme le disait Pierre, ce qu'on constate, c'est qu'on reste à peu près ISO à ce qu'on a depuis 2023. Et donc les cas qu'on a, c'est des cas à la marge, comme le disait Pierre, sur de la compétence en particulier ou du remplacement. Donc pour répondre à la question, pour le moment, plutôt stable. Et question qu'on a eue, alors il y a un peu plus de 10 minutes de Nicolas, qui est une très bonne question et qui va pas être facile. Est-ce que on a les données sur l'ancienneté des outils pour analyser la durée de vie? Alors pour être tout à fait transparent sur les répondants du benchmark, non, puisque c'est une question qu'on leur a pas posée, donc on ne saurait pas présumer pour les répondants. Et donc ce que vous mentionnez, hein, c'est que votre outil Core RH paye, donc j'imagine que c'est la même solution à plus ou moins de 25 ans. L'outil de gestion des temps 11 ans et la suite Talent, hein, qui comprend learning et recrutement depuis 2010-2014. Donc on est sur Mm. un 10-15 ans d'ancienneté. De ce qu'on peut voir de manière générale, mais alors ne sachant pas à quelle organisation vous appartenez, c'est plus compliqué pour moi d'y répondre. De manière générale, on est un peu au-delà de la moyenne de détention des outils. Alors c'est pas des cas, c'est des cas relativement fréquents, mais sur la partie paye, enfin non, sur la partie paye et GTA, le plus de 25 ans est au-delà de la moyenne, ça j'en suis quasiment certain. Sur la partie gestion des temps, on est relativement stable, donc 11 ans ne nous choque pas. Et sur la partie suite talent, on est un peu au-dessus de la moyenne aussi, puisque si on parle de learning en 2010, c'est-à-dire que ça fait 15 ans que vous avez pas changé de solution. Dans les trois cas que vous citez, je dirais qu'on est un peu au-delà de la moyenne. Euh, Laura et Pierre vous mettront nos coordonnées, hein, à la fin du webinaire. N'hésitez pas si vous souhaitez qu'on en discute plus en détail.
Merci Julien. Je vais passer la parole à Jérémy, notamment pour nous parler de l'IA et les SIRH. Si Jérémy, tu es connecté avec nous. Bien sûr, bien sûr. Bonjour tout le monde. Merci Pierre, merci pour ces premiers éléments partagés. Vous l'avez vu en introduction, l'IA apparaît aujourd'hui comme un des enjeux majeurs. C'est 73% des organisations interrogées qui le désignent comme un enjeu prioritaire. Alors évidemment, en 2023, c'était pas aussi présent. Pour rappel, ChatGPT, c'est 2022, hein, la mise à disposition au grand public. Donc forcément, 2023, on ne le voyait pas d'une telle façon. Aujourd'hui, c'est une évidence, tout le monde en parle et ça se met en place. Alors ça se met en place dans une mesure un peu plus légère, on va le dire comme ça, puisqu'il y a quand même un écart entre cette volonté à 73%. Finalement, dans notre panel, on n'a que 36% des entreprises qui déclarent avoir des sujets IA en cours de déploiement ou même d'expérimentation. Et si on va encore un peu plus loin, on n'a que 5% de ces entreprises qui intègrent concrètement des briques IA dans leur pratique actuelle. Donc voilà, donc vous voyez, il y a quand même une envie certaine, mais derrière, pour concrétiser, on va revenir sur les raisons, c'est un peu plus délicat. Concrètement, quand c'est mis en place, là, on le voit avec notre panel, mais on le voit aussi autour dans notre quotidien des missions. C'est plutôt présent au niveau du recrutement, notamment parce que déjà des solutions du SIRH intègrent des fonctionnalités IA et aussi dans de la création de contenu de formation. Dans les deux cas, en fait, on est beaucoup sur de l'IA générative et peut-être aussi parce que c'est l'IA la plus utilisée, la plus développée, la plus avancée. C'est peut-être aussi pour ces raisons qu'on va retrouver d'abord ces éléments recrutement et formation en premier lieu. On voit ici sur le slide la gestion administrative. Euh, Gestion administrative, paye, gestion des temps, hors planification sont des modules qu'on va moins recroisé sur des thématiques IA pour le moment, bien que ce soit très présent dans les roadmaps des éditeurs, tout simplement parce que on est sur quelque chose de plus lourd, de plus administratif à mettre en place, notamment. Enfin, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une vraie volonté d'y aller. Ça fait très écho à notre panorama de mars 2025 où on vous disait, oui, les éditeurs disent qu'ils y vont, mais ils sont freinés tout de même par quelques contraintes qu'on va voir juste après. Et ça reflète aussi ce qu'on peut retrouver dans différentes études au-delà de Conviction RH. Ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble les raisons de ce décalage entre les ambitions et la réalité, des choses qui, vous allez le voir, s'expliquent plutôt bien. La première raison qu'on met en évidence, c'est la maturité digitale. J'ai envie de parler de maturité globale, mais on va parler de maturité digitale qui est clairement inégale entre les organisations. On a des entreprises qui sont encore engagées dans des chantiers de digitalisation, et même des chantiers fondamentaux de digitalisation, et ils ont raison. Ça ne sert à rien de vouloir ramener de l'IA là où on n'a pas le socle outil ou le socle métier qui sont bien ancrés, bien solides. Donc, c'est une première étape à respecter pour ensuite venir avec l'intégration de technologies IA avancées. Et là où c'est déjà un peu plus sec, si vous me permettez l'expression, on a des entreprises qui alors se lancent. Voilà, ce qu'on retient, nous, autour de cette logique de maturité, c'est ce que nous disait aussi Ian Ferguson dans une étude, dans un interview qu'on avait fait il y a quelques mois, c'est que l'IA s'est imposée à nous, en fait, s'est imposée aux entreprises, et quelque part, on a été pris de court, et donc il nous faut maintenant réagir, et ce qui ressort aussi avec cette logique de maturité dans ce bench. Donc, on a plusieurs niveaux de maturité ou de réaction à cette volonté d'aller vers l'IA. Un premier besoin d'acculturation, un deuxième besoin de projection, dessiner sa feuille de route IA, et ensuite on ira vers vraiment la mise en place, l'intégration, et j'y viendrai juste après. Juste pour vous dire que sur ce niveau de maturité, très clairement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent en sont encore à la culturation et à la formation. Si toutefois on y va, on se met dans une logique d'intégration, c'est pas ce qu'il y a de plus simple non plus. Vous le savez, avec les outils du SIRH, on peut avoir des problématiques de couverture fonctionnelle, des problématiques
d'intégration, des problématiques intégration au sens, excusez-moi, technique, interface, des problématiques de coût, des problématiques de temps aussi, de connaissances, de compétences dans les entreprises pour mettre en place ces outils. C'est des compétences particulières au-delà de la chefferie de projet. Donc, on s'aperçoit qu'on retrouve les mêmes problématiques avec l'IA que l'on a déjà ou que l'on a déjà eu dans le passé avec le SIRH. Et on va se proposer les mêmes questions. Comment je fonctionne? Alors, on parlait du SaaS. Merci Pierre, tout à l'heure, tu as évoqué le SaaS et le on-premise. Là, c'est un peu pareil. On va forcément être en SaaS, mais on va avoir la question de la donnée derrière, hein. La donnée avec l'IA, c'est quelque chose de très sensible et j'y reviendrai aussi. On va se poser aussi la question de qui pilote, qui dirige. Le DSI, le DRH, c'est quelque chose qu'on évoquait également tout à l'heure. Donc, on retrouve ces mêmes problématiques sur les sujets d'intégration. Le troisième point qui est mis en évidence ici pour expliquer cet écart entre la volonté et l'intégration réelle, c'est la préoccupation de la sécurité de la donnée. Vous en avez entendu parler, on a l'IA Act qui est sorti, je suis en décalé en 2024, qui est prévu pour 2026. Aujourd'hui, l'IA Act sur les contraintes les plus fortes, ça a été repoussé pour 2027, donc on laisse un an de plus aux entreprises pour se mettre en conformité avec l'IA Act. Mais l'IA Act, moi, ça fait beaucoup écho chez moi à la RGPD qui date de 2018. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, il est difficile pour une entreprise de dire je suis à 100% en règle avec la RGPD. Donc vous voyez, de 2018 à 2025, on est à peine prêt pour la RGPD. Et là, on a l'IA Act qui arrive, donc on a un nouveau challenge, ce qui explique aussi pourquoi c'est pas si simple d'aller vers l'IA. Et enfin, le quatrième point, c'est le point économique, hein, le point investissement. C'est perçu comme une technologie coûteuse qui va nous demander un temps important, un temps d'étude d'opportunité, peut-être encore plus que pour les outils du SIRH qui sont aujourd'hui matures sur le marché. Avec quelle solution d'intelligence artificielle je veux adresser mon besoin, mon cas d'usage? Vous avez différentes possibilités. Vous pouvez aller prendre un agent type Perplexity, Mistral, Claude, ChatGPT et autres. Ça vous coûtera un coût de licence, mais quid de la donnée? Est-ce que vous êtes souverain? Et alors, vous avez des coûts supplémentaires à mettre en place. Est-ce que vous trouvez le bon outil du SIRH qui propose un module avec de l'IA? Et alors, ça peut être très intéressant parce que le produit va évoluer, vous allez évoluer avec lui, mais il faut avoir confiance dans le produit, la roadmap et s'assurer que tout est OK pour vous. Est-ce que vous trouvez une solution IA du marché, vraiment focus IA, qui répond à un cas d'usage particulier et c'est une bonne possibilité? Ou alors vous allez développer avec une ESN ou un cabinet spécialisé en IA et data, vous allez chercher le développement d'un logiciel spécifique pour répondre à un cas d'usage qui vous est propre. Donc voilà, c'est beaucoup de questions forcément de l'argent derrière et ce qui aussi amène quelque part à ces freins, à ce ralentissement de l'intégration de l'IA. Pour autant, il faut y aller, enfin vous allez y aller certainement. Euh, quelques conditions quand même pour y aller. On va aller chercher un bénéfice, hein, mais quelques conditions, j'y reviendrai pour clôturer, mais on a quelques conditions quand même à respecter pour aller chercher ces bénéfices. La première condition, et je vais modérer un tout petit peu après, c'est s'appuyer sur une gouvernance de la donnée qui soit robuste. Il faut savoir ce qu'on fait je parlais de la RGPD tout à l'heure, il faut savoir ce qu'on fait de la donnée, il faut savoir où elle va aller, il faut savoir comment on va l'exploiter, comment on veut l'exploiter. Et l'IA, d'ailleurs, c'est là où je modère, c'est que l'IA peut nous aider aussi à travailler la donnée. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais au sens cercle vertueux. L'IA nous aide à travailler la donnée nous aide à mieux intégrer l'IA dans notre système. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je parlais d'acculturation tout à l'heure, renforcer les compétences des équipes RH en matière d'IA. C'est vraiment, on le sent sur le marché en ce moment, votre besoin. Vous êtes beaucoup d'entreprises à nous solliciter pour ces acculturations, ces formations, pour bien appréhender l'IA, notamment au niveau des RH, au niveau des managers et pour ensuite décliner au niveau des salariés. Donc ça, c'est essentiel. Il y a tellement d'enjeux, notamment sociétaux, derrière qu'il faut l'avoir bien en main.
et aussi pour accompagner les salariés. Et le troisième point, l'approche métier, cas d'usage. Il faut s'assurer que ce qu'on veut mettre en place soit aussi aligné avec nos enjeux stratégiques, nos enjeux prioritaires, nos attentes RH et d'entreprise. Donc voilà, ça c'est les trois conditions, on va dire, majeures pour un passage à l'échelle. L'idée, tout simplement, si on arrive à passer à l'IA, c'est d'aller chercher évidemment une meilleure expérience du collaborateur, plus de fluidité, probablement plus d'accessibilité, aussi plus de personnalisation. On en parle souvent avec les parcours de formation. Et de l'autre côté, on a un gain de productivité, gain de temps, réduction de la charge administrative notamment. Donc voilà, beaucoup d'éléments qui peuvent nous faciliter la tâche, la vie au niveau RH et nous amener probablement vers des missions à plus forte valeur ajoutée, comme l'a fait et comme le fait encore le SIRH, comme l'a fait le SIRH il y a déjà quelques années et comme le fait encore le SIRH quand on le met en place. Donc voilà les possibilités de l'IA et ce qui ressort quand on creuse un petit peu les questions du bench notamment. Euh, Jérémy, on a une Oui, question dans le chat de Nicolas. oui, je vois ça. Il serait intéressant de savoir si les entreprises qui ont déjà intégré l'IA, les 15%, ont également intégré d'autres blocs business, commercial, base de connaissances communes. J'imagine une appropriation de l'IA sur d'autres sujets avec peut-être moins de risques que la partie RH, tout à fait. Et c'est une certitude. On s'est même retrouvé en toute transparence à accompagner un client sur de l'IA pour les RH. Et en fait, ça a basculé. Il y a eu un cas d'usage qui est remonté pour le commerce. Qui a été jugé prioritaire et donc on a basculé, on le voit. Et c'est même assez intéressant de voir comment les directions des entreprises, je pense à un autre client chez Connecté une quinzaine de jours, comment les directions des entreprises en fait sont presque challengées, se challengent entre elles parce que bah, chacun a sa feuille de route IA finalement, donc ce n'est pas que les RH et c'est vrai que sur d'autres sujets, le commerce est un très bon exemple. La production aussi, le commerce et la production, c'est deux exemples que j'ai en tête se lance probablement plus facilement parce qu'il y a moins de risques moins de risques RH, effectivement, moins de risques sur la donnée, moins de risques sur l'humain. Donc c'est une très bonne question. Merci de la remarque. Merci Jérémy. Il nous reste 5 minutes. On vous a mis ici, effectivement, on a terminé la présentation du webinaire sur la restitution du benchmark SIRH. Ce qu'on a voulu vous mettre ici, c'est pour aller plus loin. Le benchmark SIRH est toujours téléchargeable sur notre site internet. Pour information, on a également le benchmark des tendances de la fonction RH qui va bientôt être publié sur notre site internet. Donc, on mettra le lien notamment sur LinkedIn et aussi de redécouvrir ou de découvrir tout simplement nos différents panoramas. Panorama du SIRH qui est sorti il y a un peu moins de 15 jours sur SIRH 2025. Et le panorama IA et SIRH dont a fait aussi écho Jérémy sur ce Zoom IA et SIRH. Donc n'hésitez pas, ils sont tous téléchargeables en tout cas gratuitement sur notre site Conviction RH. Je te laisse terminer le mot de la fin, Julien. Merci, c'est gentil, Pierre. En tout cas, merci encore à tous de votre présence et de vous être connectés. Brièvement, oui, effectivement, on n'a pas présenté Conviction, mais Conviction RH, qui est un cabinet spécialiste et spécialisé en RH, SIRH et RH et transformation. Vous avez en bas les coordonnées des intervenants aujourd'hui, et donc de Damien qui n'a pas pu malheureusement être présent avec nous. Donc n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des aspects de ce benchmark qui vous ont interpellé, intéressé, sur lesquels vous aimeriez échanger. Pardonnez-moi, ça c'est de ma faute, on ne l'a pas mentionné ici, mais Conviction RH a eu le plaisir de rejoindre Mercer France, qui fait partie du groupe Marsh McLennan. C'était en septembre. On vous en dit plus largement très bientôt. Merci beaucoup, Julien. Il nous reste 3 minutes. Je ne sais pas si vous avez effectivement des questions. En tout cas, si vous en avez, vous avez nos contacts. On pourra repartager
ces contacts-là également par mail pour voilà, nous informer. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions. En tout cas, on y a répondu pendant ce webinaire-là. On vous remercie beaucoup pour votre participation. Ce webinaire est enregistré. Il sera effectivement à disposition sur nos réseaux si vous voulez le revoir ou en tout cas le partager autour de vous. Merci beaucoup.